Bonjour à tous. Nous poursuivons notre série d'interviews avec celle que j'appelle affectueusement les nouvelles figures féminines du combat pour tous les droits des femmes en Côte d'Ivoire. Et celle que je reçois aujourd'hui, c'est Madame Sylvia Apata. Elle est activiste, féministe. Vous êtes cofondatrice de Citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, des femmes et des minorités. Je peux dire que vous portez sur vos frêles épaules plusieurs combats. Alors, votre récente étude que vous avez menée sur les violences faites aux étudiantes à l'université, Oui. cette étude-là fait quand même froid dans le dos. Les violences faites aux étudiantes sur les campus, c'est une triste réalité qu'entretient l'Omerta. Tout à fait, c'est une malheureuse réalité. Et nous, étant donné que les années antérieures, on avait eu écho de plusieurs cas de violences à caractère sexuel sur le campus universitaire, il fallait aller d'un existant. Et quand vous voulez faire un diagnostic, comprendre un phénomène, il faut naturellement enquêter. Nous faisons aussi le constat malheureux qu'il y a un manque criard de données en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Donc, CPDFM a pour objectif... Ce sont les premières études? Non, ce n'est pas les premières études, c'est la troisième étude que nous réalisons. Il y a eu d'autres études qui ont aussi fait couler beaucoup d'encre. Quand on parle des féminicides, aujourd'hui on a des chiffres sur les féminicides, c'est CPDFM qui a réalisé 416 femmes qui sont mortes sous les coups des années 2019 à 2020. Vous parlez de l'université? Non, d'Abidjan. Ah, d'Abidjan, Voilà, okay. Ça c'est les violences domestiques, les violences conjugales. On a enquêté beaucoup sur ces violences-là. On a documenté. Ces statistiques-là, c'est daté de quelle année? Ces statistiques dataient d'abord, la toute première étude datait de 2019. Ensuite, c'est récent en plus. C'est très récent. Ensuite, nous avons approfondi, pendant la Covid, on avait une explosion de cas et avec certaines institutions, vu qu'on avait déjà montré une expérience en la matière, on a enquêté des échantillons de 5000 personnes sur les violences domestiques, comment le phénomène se manifeste, quelle est la proportion, quelles sont les victimes et on a pris tout en compte. Que ce soit les victimes directes que sont les femmes qui reçoivent les coups, mais aussi les victimes indirectes, les enfants dans les ménages, dont on en parle très peu. Et donc, après ces collectes de données-là, récemment, étant donné que la question du harcèlement sexuel, des violences même à caractère sexuel, c'est vraiment un silence total, l'Omerta, sur le campus universitaire. Et l'université de Cocody, c'est la plus grande université de Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, il fallait partir d'un existant et aller enquêter sur un sujet aussi sensible. On a fait une étude qualitative parce qu'on ne pouvait pas faire du quantitatif. Et cette étude-là a révélé que pour l'année 2022, on a enregistré au total 69 cas de harcèlement sexuel. Donc 80%... Qu'est-ce que vous mettez dans harcèlement sexuel? Dans harcèlement sexuel, on met toute proposition à caractère sexuel qui est faite à l'encontre, contre le consentement d'une tierce. Donc, ça peut être un professeur qui fait des avances à une étudiante, ça peut être un étudiant qui fait des avances à une étudiante, ça peut être aussi les syndicalistes qui ont été naturellement identifiés comme les principaux auteurs. Et cette étude-là a révélé que sur les 69 cas qui ont été dénombrés, 90% sont des femmes et 10% des hommes, des étudiants de sexe masculin qui sont également aussi exposés au phénomène du harcèlement sexuel. Mais le phénomène du harcèlement, nous avons commencé avec le harcèlement sexuel parce que ça sous-entend la question du viol, ça sous-entend toutes les autres violences qui gravitent autour. Et parlons du viol. Oui. Des cas de viol. Oui, des cas de viol, d'un premier temps, nous n'avons pas poussé nous n'avons pas voulu pousser, ça a été fait à dessein parce que nous, ce qu'on espère, c'est que au regard des résultats que nous avons obtenus, que les institutions qui sont habilitées, que l'État ivoirien qui est habilité à approfondir et à agir, puisse prendre ses responsabilités. Et donc, les 69 cas, les principaux auteurs sont les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, appelée FESI, qui est un syndicat qui initialement a été créé pour protéger les droits des étudiants. Mais aujourd'hui, c'est devenu un véritable... C'est le contraire. C'est le contraire. Ils se présentent comme des bourreaux. La vraie difficulté, c'est que là, vous peignez un tableau assez sombre de cette triste réalité-là.
Mais la difficulté, c'est que même ces victimes n'osent pas dénoncer leur bourreau. Mais parce qu'elles n'osent pas dénoncer, effectivement, l'étude a prouvé que dans 80% des cas, elles gardent le silence. Et dans 20%, elles dénoncent. Et quand elles dénoncent à leurs proches ou à leur famille. Elles ne dénoncent pas à l'administration parce que, naturellement, non seulement elles n'ont connaissance d'aucun mécanisme. Et même quand elles ont connaissance de ce mécanisme-là, et que certaines qui ont le courage de dénoncer, c'est des représailles en retour. Quand rien n'est fait, et que vous voyez que vous ne vous sentez pas en sécurité, surtout s'il y a déjà 30% de ces cas-là responsables de ce qui leur arrive dans l'administration déjà. Exactement, exactement. Donc, vous allez vous confier à votre bourreau, ça ne sert à rien. Votre autre combat, je l'ai découvert en préparant cette émission avec vous, c'est une autre réalité concrète, difficile, le droit à la terre des femmes rurales. Oui. De quoi s'agit-il? La Côte d'Ivoire est un pays agraire. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Et l'agriculture est tenue à 70% de main-d'œuvre active par les femmes. Et ces femmes-là qui tiennent l'agriculture, ces femmes rurales, n'ont pas le premier bien qui donne la personnalité, qui donne le droit d'exister en milieu rural. Parce qu'en milieu rural, tout tourne autour de la terre. Si vous n'avez pas la terre, naturellement, vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins élémentaires. Vous ne pouvez pas exister dans la société traditionnelle et vous n'existez pas. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir ce droit-là? Est-ce la loi? Est-ce les traditions? Au niveau de la loi, on a le droit la loi sur le foncier rural qui reconnaît le droit à la propriété de la terre aux deux sexes, à l'homme et à la femme. Donc il y a une égalité d'accès devant la loi. Dans la faisabilité, dans la pratique, il se trouve qu'en milieu rural, ce sont les traditions et les coutumes qui prévaut. Il est très difficile pour le droit d'être appliqué parce que vous avez les autorités coutumières qui ne jugent que par leurs coutumes. La difficulté, c'est comment arriver à concilier droit coutumier et droit modèle pour pouvoir trouver le juste milieu pour que les femmes puissent bénéficier du droit à la terre. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été faites effectivement par le gouvernement en matière d'autonomisation de la femme rurale. C'est à saluer, encourager, mais il faut aller plus loin. Il faut toucher le mal par la racine. On a gravité autour de la question sans résoudre le problème fondamental. C'est vrai qu'il y a eu le FAFSI, le fonds de la première dame, qui a attribué des prêts à des femmes pour pouvoir les soutenir. Exactement, des activités génératrices de revenus. Mais le fait que les femmes rurales jusqu'à présent ne bénéficient pas, ne se voient pas reconnaître la terre, font qu'elles n'ont pas accès au crédit. Et quand on n'a pas accès au crédit, on ne peut pas développer d'activité, son activité de subsistance ou même l'activité commerciale. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait repréciser cela par rapport aux droits des femmes, repréciser cet aspect des choses dans la loi? Oui. Que cela soit beaucoup plus clair. Tout à fait, parce que la loi sur le foncier rural, c'est vrai que le droit à la propriété est reconnu aux deux sexes, mais on dit même que pour que légalement ça soit reconnu, il faut que ça respecte les règles coutumières. Or, les règles coutumières ne reconnaissent pas la propriété de la terre à la femme. Et du coup, donc clairement, ce volet-là fait que ça empiète et ça empêche les femmes d'accéder. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a la procédure pour avoir les certificats fonciers jusqu'à l'immatriculation de la terre qui coûte extrêmement cher, qui est hors de portée. Les femmes en milieu rural sont plus pauvres que les hommes. Déjà, même que les communautés villageoises ont des difficultés pour sécuriser leur terre. Et quand vous faites ces procédures qui sont très onéreuses, mais naturellement, les femmes ne peuvent pas en bénéficier. Et les statistiques prouvent qu'aujourd'hui, les femmes ne détiennent que 5% de la propriété en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère, tous les ministères qui interviennent sur la question, le ministère de la Femme et tout ça, il faudrait pouvoir créer un cadre d'échange très ouvert entre les autorités coutumières
et les législateurs, dans un premier temps, il faudrait donner la parole aux femmes rurales. Parce que nos règles coutumières empiètent beaucoup sur la liberté d'expression. Les femmes n'ont pas droit à la parole. Quand elles n'ont pas droit à la parole, c'est difficile d'exprimer, pour elles d'exprimer leurs difficultés. Donc il faut pouvoir créer le cadre d'échange dans un premier temps qui va permettre de réélever beaucoup de problèmes et informer les femmes, ces femmes-là elles-mêmes qu'elles ont droit à la terre. Mais tout cela sous-tend aussi la question de l'éducation, l'accès à l'éducation. Parce que plus on est analphabète, j'allais en parler. Voilà. Ça aiderait aussi. Exactement. Si elles étaient plus instruites. Si elles étaient plus instruites, elles connaîtraient mieux leurs droits et elles les revendiqueraient plus. Peut-être que si les femmes s'engageaient encore plus, si elles étaient plus nombreuses en politique, elles porteraient ce discours-là, comme vous le tenez aujourd'hui, et cela pourrait aider. Alors, selon vous, pourquoi les femmes hésitent à s'engager en politique? C'est une question transversale que j'ai posée à toutes mes invitées dans le cadre de cette série. Les femmes hésitent à s'engager en politique parce que quand on parle de la politique, on parle de l'occupation de l'espace public. Déjà, depuis l'enfance, l'éducation que la petite fille reçoit diffère de l'éducation que le petit garçon reçoit. Au petit garçon, on a déjà appris le challenge, à aller de l'avant, à prendre le pouvoir et tout. Soit un vrai garçon. Exactement, soit un vrai garçon. Un garçon, ça ne pleut pas. Tu es le chef de famille, tu es le chef de la femme. Et à la petite fille, on a appris que non, il fallait rester en amont. Il faut beaucoup les tâches ménagères, tout ce qui a s'amuser avec ses poupées. Exactement, il ne faut pas trop s'exprimer. La femme, c'est le silence. Donc, quand on grandit avec ces éducations-là, pourquoi aujourd'hui on s'étonne que les femmes ne puissent pas occuper l'espace public? Parce que c'est ce que la société a fomenté. C'est le résultat de ce que la société a fomenté. Et nous sommes obligés maintenant de réapprendre le leadership, de réveiller le leadership, parce que la femme a toujours eu le leadership. De réveiller ce leadership-là, d'amener les femmes à avoir confiance en elles, à occuper l'espace public qui a été longtemps nié. Et donc, la question politique, ça pose la question de l'occupation de l'espace public. Donc, quand toutes ces conditions ne sont pas réunies, celles qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, quand elles ne sont pas nombreuses. Elles sont pas nombreuses. Et quand elles sont dans les partis politiques. Et au prix de moult difficultés. Hein. Vraiment, au prix de moult. Quand elles y arrivent. Exactement. Et quand elles y arrivent, elles sont obligées de fournir 2 fois plus d'efforts que les hommes pour pouvoir avoir ne serait-ce que des petits postes de responsabilité. Et quand on veut, mais par contre, quand il s'agit d'aller mobiliser, parce qu'on reconnaît la qualité des femmes, le pouvoir que les femmes ont dans la mobilisation, là, on n'hésite pas à leur donner les rôles. Mais quand il s'agit des postes de responsabilité, non, là, on juge que, voilà, peut-être que vous n'êtes pas assez... Voilà, c'est une femme et tout. Et il ne faudrait pas qu'on s'étonne parce que le champ de la politique est le reflet de la société, c'est ce qui se passe en société que nous transportons en politique. Alors, ces hommes-là qui ont été éduqués dans une société patriarcale, où les femmes, ils ne voient pas la femme comme leur alter ego, naturellement, les femmes auront toutes les difficultés en politique. Alors, on peut dire qu'il y a une sorte de début, de réponse qu'on essaie quand même d'apporter. Je prends le cas des quotas. Tout à fait. Déjà, c'est 30% de femmes sur les listes électorales. Ça fait un petit progrès par rapport à ce qu'on constatait il y a quelques années. Mais le fait est que ça ne suffit pas et c'est même pas respecté. Naturellement, déjà, la loi sur le quota a été à saluer. C'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose et ça, c'est quelque chose qui est une belle intention. Vraiment, c'est une belle intention. Maintenant, dans la pratique, et même, on va poursuivre pour dire qu'il faut même que ça aille au-delà des postes électifs et que dans les postes de nomination, il faut qu'on constate. Parce que à chaque fois qu'il y a des conseils de ministres, il y a des nominations qui se font. Aujourd'hui, les femmes sont compétentes, elles sont dans tous les secteurs d'activité. Mais vous allez constater que... Vous en êtes la preuve. Et vous allez constater que malgré, même quand il y a des nominations, on ne nomme pas, on ne respecte pas le quota de 30%. Et pour en revenir à cette loi, le fiasco, parce qu'en réalité, dans la pratique, ça a été un fiasco. Quand on regarde les dernières élections législatives, les partis politiques ont fait du remplissage. On a inscrit les femmes
Vous voulez qu'on inscrive les femmes sur les listes électorales? Bah, on les inscrit, mais on ne leur donne pas les moyens de faire une campagne. Et donc, il faut aller plus loin. Il faut que cette loi sur le quota-là, non seulement soit contraignante, qu'elle aille au-delà des postes sélectifs pour qu'on arrive aux postes nominatifs, pour qu'on arrive dans les entreprises, dans les administrations. À tous les niveaux. À tous les niveaux pour que voilà, le président Alassane Ouattara, qui est fondamentalement un Ifochi, puisse aller plus loin et nous montrer que voilà, il a commencé un progrès. Il faudrait aller plus loin pour que dans la pratique, on se sente encore mieux. Très bien. Nous allons maintenant parler de votre association citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, oui, des femmes et des minorités. Oui. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Ce qui a motivé la création de cette organisation, c'est une jeune organisation qui est née en août 2019. Et d'un premier temps, comme on l'a dit d'entame, on est parti d'un constat malheureux qu'il y a un manque criard de chiffres, de données sur les questions des violences faites aux femmes et aux filles. Et quand on parle, c'est une sorte d'invisibilisation de la femme. Si on ne mène pas des études, comment on peut faire des diagnostics, comment on peut prendre des politiques, des décisions idoines pour régler les problèmes. Et donc, CPDFM s'est donné pour mission première de venir collecter, de chiffrer toutes les formes de violence que subissent les femmes. Nous avons commencé en 2019, quand nous commencions à chiffrer, c'était la toute première étude que nous avons réalisée sur les violences conjugales. Et il est sorti 70% de femmes qui sont victimes. Nous sommes allés sur quelle proportion? Sur quelle proportion? Avec un échantillon de 250 personnes. 70% de femmes sont victimes de violences conjugales. Et ces chiffres-là, naturellement, ça donnait froid dans le dos. Bien sûr. Nous sommes allés plus loin, nous avons réalisé des campagnes de sensibilisation. Nous sommes dit, dans les 10 communes d'Abidjan, nous sommes descendus dans les marchés parce que les marchés sont les lieux les plus fréquentés. Quand vous prenez les samedis où vous avez une forte proportion de femmes et d'hommes, et pour la première fois, nous sommes allés sur les marchés avec un discours différent parce que jusqu'ici, jusqu'à alors, les gens disaient, même actuellement ça continue, pour dire que la violence conjugale c'est quelque chose de normal, la femme doit supporter, elle doit se maintenir à cause de ses enfants. C'est elle qui porte le foyer. Exactement, c'est elle qui porte le foyer. Nous sommes allés dire aux femmes que non, il est urgent que vous sortez, que vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de refuser, vous avez le droit voilà, vous avez droit à votre liberté. Si on vous fait comprendre que la violence est normale, la violence n'est pas normale. L'amour, ce n'est pas la violence. Donc, on a donné un langage qui était différent. Pour la première fois, les femmes entendaient un langage différent. Donc, au départ, quand vous parlez, il n'y avait pas assez d'attention, mais au fur et à mesure. Et j'allais vous demander, quel regard les gens posaient sur vous? Au tout départ, on avait l'impression de parler dans le vide, mais au fur et à mesure que vous parlez avec les heures qui avancent, les femmes, elles laissent leurs activités, elles viennent vous écouter. Et à la fin, elles se sentent concernées, à la fin, elles disent merci pour le message que vous venez de donner. Et là, on sentait qu'il fallait aller plus loin. Et nous avons continué sur cette marche-là. Quand la Covid est arrivée, la Covid a explosé le nombre de violences. Et d'un premier temps, nous avons, avec l'appui d'ONU Femmes, nous avons réalisé une enquête sur les violences domestiques avec un échantillon de 6000 personnes. Ensuite, sous fonds propres, nous avons réalisé une autre étude qui était encore plus approfondie sur les cas d'excision, mariage forcé, féminicide, les femmes qui sont mortes. Et là, vous avez des statistiques? Et là, nous avons les statistiques. Nous avons eu les statistiques. Nous avons recensé 1120 cas de viol pendant les années 2019 et 2020 à Abidjan. 1200 cas. Voilà, 1200 cas de viol. 822 cas d'excision. Donc, l'excision est une réalité à Abidjan. L'excision est une réalité à Abidjan. Et cette étude-là a été réalisée dans 6 grandes communes, les communes les plus populaires, parce que pour nous, étant donné que pendant cette période-là, les cas de dénonciation étaient les plus élevés dans ces communes-là, il fallait les cibler. Et donc, nous avons enquêté, ces chiffres ont été publiés, et nous avons continué le combat qui a été porté par les autres associations pour qu'en 2021, décembre 2021, nous ayons la loi sur les mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. Ça, c'était une véritable réussite et quelque chose dont nous sommes fiers. Vous en êtes très fiers. Vous en êtes très fiers. Oui. Alors, c'est bien, vous êtes fiers de ce que vous faites, mais comment vous financez tout ça? Initialement, il faut dire que 80 jusqu'ici, 80%
des activités que nous avons réalisées a été sous fonds propres. C'est vrai que nous avons eu des accompagnements aussi de certaines structures comme CARE Côte d'Ivoire, CARE International Côte d'Ivoire. Ensuite, ONU Femmes. Et là, actuellement, nous avons l'appui de Equipop. Equipop, qui est une organisation française, c'est une ONG française, une ONG internationale, qui intervient sur les questions de tout ce qui est lié à la santé sexuelle et reproductive et tout récemment aux violences basées sur le genre. Alors, parlons des violences basées sur le genre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes appropriés qui prennent en compte les prises en charge liées à ces phénomènes-là? Merci. Déjà, il faut dire que 5 ans en arrière et 5 ans maintenant, il y a eu quand même une amélioration au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est quelque chose qui a salué parce qu'avant, on n'avait pas de ligne verte où il fallait dénoncer. Aujourd'hui, on a une ligne verte qui est la 1308. Ça, c'est vraiment à saluer. Mais il faut aller plus loin. Mais est-ce que la ligne verte est vraiment fonctionnelle? La ligne verte, malheureusement, elle fonctionne aux heures de travail habituelles, alors que les violences basées sur le genre se font beaucoup. C'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 et sont beaucoup accentuées dans la nuit. Surtout, oui. Surtout. Ouais. Et donc, à ce niveau-là, je pense que le Programme national de lutte contre les VBG travaille pour voir comment, avec les acteurs de la société civile, comment on puisse aussi naturellement appuyer pour pouvoir faire la veille 24 heures sur 24, l'assistance. Mais ensuite, il y a un véritable problème, une insuffisance ou un manque, un besoin en matière d'hébergement, le centre d'hébergement. Vous voyez, avec le nombre, officiellement en 2022, les statistiques du ministère présentaient 5200 cas ou 5100 cas de violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Pour cette année, je pense que les récents chiffres aussi font également froid dans le dos. Donc, la question de l'hébergement d'urgence se pose. Nous avons le centre Pavios au niveau du ministère qui est à Técoupé, mais qui n'a une capacité d'accueil que de 10 places. Pour toute la population abidjanaise, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Nous exhortons l'État à aller plus loin. C'est à saluer en même temps l'action de l'ONG Bloom, qui a un centre d'hébergement qui est très équipé, qui prévoit une prise en charge. C'est quoi sa capacité? Sa capacité d'accueil, c'est 19 lits, mais c'est vrai que c'est déjà quelque chose, et pour une initiative privée, c'est à saluer. Tout à fait. Mais il faudrait qu'on en arrive au point où, dans toutes les communes, on puisse avoir un centre d'hébergement. Donc, il faut que la prise en charge soit holistique. Quand on parle d'holistique, il faudrait d'abord qu'au niveau médical, que ce soit à 100%. C'est vrai qu'avec la loi sur les mesures de protection des victimes de viols et de violences domestiques, on a le certificat aujourd'hui, le certificat médical, qui est à 50 000 francs, qui est délivré à titre gracieux pour les victimes. Ça, c'est une avancée à saluer. Nous exhortons à aller plus loin dans l'effectivité, parce que effectivement, les victimes puissent jouir de ce certificat-là. Et pour la prise en charge médicale, nous souhaitons que la prise en charge soit gratuite. Parce que le certificat, oui, il est gratuit pour la procédure judiciaire, mais d'un premier temps, surtout quand il y a les cas de viol, il faut d'abord un traitement urgent. Et ce traitement urgent, il doit être fait dans les 72 heures. Il faudrait que cela soit gratuit pour permettre que ce soit moins onéreux pour les victimes. Donc, quand on parle au niveau de la prise en charge médicale pour en arriver au judiciaire, l'assistance judiciaire qui est effectivement effective, encore réaffirmée dans la loi, mais qui doit se poursuivre dans l'accélération de la procédure pour que les victimes puissent sentir que l'État, que la justice les protège. Tout à fait. Et continuer avec le volet réinsertion socio-économique. Voilà un volet qui n'est pratiquement pas pris en compte. Merci Madame Sylvia Apata. Demain, je recevrai une autre figure féminine, jeune figure féminine qui s'engage dans le combat pour